Euh, Quand on pense détective victorien, l'image est quasi immédiate. Un homme, souvent à Londres, pipe au bec, peut-être ce chapeau un peu improbable là, et une logique implacable. Oui, Sherlock Holmes, évidemment. Il écrase un peu tout le reste. C'est ça. Mais cette figure emblématique a peut-être projeté une ombre un peu trop large finalement. Et ça a masqué d'autres enquêteurs et surtout d'autres enquêtrices tout aussi fascinantes qui naviguaient, elles aussi, dans les brouillards londoniens. Alors aujourd'hui, notre exploration va se pencher sur l'une de ces figures un peu oubliées, Dorcas Dane, qui est née sous la plume de George R. Sims. Notre mission, essayer de comprendre qui elle était, dans quel contexte littéraire et social elle est apparue, et qu'est-ce qui rendait les récits de ses aventures si particuliers. Bon, ok, déballons ça. Oui, et ce qui est fascinant ici, c'est que Dorcas Dane, elle n'est pas une anomalie isolée, loin de là. Son apparition, elle coïncide vraiment avec une période de profonds bouleversements sociaux à la fin du 19e siècle. On pense notamment à l'émergence de ce qu'on a appelé la nouvelle femme, la New Woman. C'était ces femmes, souvent éduquées, qui commençaient à revendiquer plus d'indépendance, à investir la sphère publique, la sphère professionnelle. Elle remettait en question les rôles traditionnels en fait. Exactement. Et la littérature, bien sûr, s'est emparée de cette figure. La femme détective c'en est une manifestation assez captivante, même si, bon, sa représentation pouvait varier énormément, hein. Ça allait du professionnalisme très affirmé jusqu'aux stéréotypes de l'époque, quoi. Oui, et puis on oublie souvent que l'idée d'une femme qui résout des mystères, ce n'est pas né avec les détectives professionnels de la toute fin du siècle. Déjà dans les années 1860, il y avait les romans à sensation, vous savez, ces sensation novels. Ah oui, Wilkie Collins. Voilà, exactement. Des histoires pleines de suspense, de secrets de famille et souvent assez critiques des conventions sociales. Et là, on avait déjà des héroïnes remarquablement actives. Pensez à Marian Halcombe dans La Dame en blanc. Oui, incroyable personnage. Tiens. Ou Magdalene Van Stone dans Sans nom, du même Wilkie Collins. Bon, elle ne portait peut-être pas l'étiquette détective, mais elle menait l'enquête avec une détermination, une intelligence assez frappante pour l'époque. C'est vrai. Et ça crée un contraste assez intéressant avec l'univers de Holmes, justement. Parce que même Irène Adler, qui est la femme pour Holmes, si brillante soit-elle, elle n'est pas présentée comme une professionnelle de l'enquête. Pourtant, à la même période que les débuts de Holmes, d'autres femmes endossaient ce rôle très clairement. On peut penser à Love Desbrook, par exemple. Oui, Love Desbrook de C.L. Perkis. Voilà, créée par C.L. Perkis vers 1893-1894. Elle est explicitement une détective privée. Elle est connue pour son approche très pragmatique, son bon sens, et elle refuse de se laisser enfermer dans les stéréotypes féminins. Elle incarnait une forme de professionnalisme discret, mais efficace. Absolument. Et ce professionnalisme, c'était crucial. Parce que ces femmes, elles faisaient face à un scepticisme immense. Leur capacité à raisonner logiquement, à agir dans l'espace public, à affronter le danger. Tout ça était remis en question. Féminine. Elles devaient souvent redoubler d'efforts pour prouver leurs compétences. Et leur apparence, leur comportement, tout était scruté à la loupe. Love Desbrook, justement, elle mise sur son apparence assez ordinaire, son sens pratique, pour déjouer les attentes et résoudre ses affaires. Si l'on relie cela à une vision d'ensemble, ces personnages sont vraiment un miroir fascinant des débats de l'époque, sur l'éducation des femmes, leur droit au travail, leur place légitime dans la société, quoi. Et c'est donc dans ce contexte assez bouillonnant qu'intervient notre personnage du jour et son créateur, George R. Sims. Alors les sources qu'on a ne s'attardaient pas énormément sur la biographie de Sims, mais on le situe comme un auteur prolifique, populaire à son époque. Oui, journaliste, dramaturge, romancier, il a touché un peu à tout. Voilà. Et il a largement contribué au succès du genre policier naissant à Londres. Effectivement. George R. Sims. C'est lui qui a donné vie à Dorcas Dane. Ces aventures, elles étaient publiées sous forme d'histoires courtes, souvent en série, dans des magazines populaires. Comme le Strand Magazine. Le même que Holmes. Exactement. Le même que Holmes. C'était ce format de publication épisodique qui était très très courant. Ça permettait de créer un rendez-vous régulier avec les lecteurs, de les tenir en haleine d'une histoire à l'autre, et Sims maîtrisait parfaitement les codes de ce type de narration. Alors, venons-en à Dorcas Dane elle-même. Qui est-elle ? Donc, c'est une détective professionnelle qui exerce à Londres, fin de l'ère victorienne, début de l'ère édouardienne, à peu près.
Les récits la présentent comme une femme d'une intelligence vive, avec un sens aigu de l'observation et une capacité de déduction logique tout à fait remarquable. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Oui, parce que son parcours personnel est particulièrement significatif et ça éclaire vraiment le personnage. Dorcas Dane n'a pas toujours été détective. En fait, c'était une actrice de théâtre, et même une actrice reconnue. Ah d'accord, une actrice. Oui. Et sa vie bascule quand son mari, Paul Dane, qui est un artiste peintre de talent, devient aveugle. Confrontée à la perte de leurs revenus, à la nécessité de subvenir à leurs besoins, eh bien, elle décide de mettre son intelligence et ses talents d'observation au service de la résolution d'énigmes. Mhm. C'est donc par nécessité économique, mais peut-être aussi un peu par tempérament qu'elle embrasse cette carrière un peu atypique. Et un peu comme Watson pour Holmes, elle est accompagnée d'un narrateur, un certain Monsieur Saxon. Et ces méthodes alors, elles sont vraiment captivantes, apparemment. Elles s'appuient énormément sur la pure logique déductive. Il y a cet exemple assez fameux où elle parvient à retrouver une maison spécifique dans Londres juste en analysant des pétales de rose écrasés sur un trottoir. Oui, je vois lequel. Mmh. Et en les reliant à la façon dont un type a interpellé un fiacre un peu plus tôt. C'est brillant, quoi. Observer un détail minuscule et en tirer toute une chaîne de déduction. C'est un excellent exemple de sa méthode, oui. C'est une alliance de logique, presque scientifique, et d'une attention méticuleuse aux détails du quotidien. Mais elle ne se limite pas qu'à ça. Son passé d'actrice, comme vous disiez. Justement. Ce n'est pas anodin du tout, et elle l'utilise à merveille. Absolument, absolument. C'est une maîtresse du déguisement. C'est un héritage direct de sa carrière sur les planches, ça. Elle peut se métamorphoser avec une facilité déconcertante. Elle joue des rôles, en fait. Exactement. En vieille bohémienne pour écouter aux portes, en grosse logeuse allemande pour infiltrer un quartier, ou en élégante dame américaine pour évoluer dans les cercles mondains. Ces déguisements, c'est pas juste pour faire joli, ce sont des outils essentiels pour accéder à des infos qui seraient sinon inaccessibles à une femme de sa condition, ou même un détective homme parfois. Ce recours au déguisement, c'est intéressant. On pourrait y voir juste une astuce narrative un peu facile, mais ça suggère peut-être aussi quelque chose de plus profond sur la condition féminine de l'époque, non? Comment ça? Pour une femme, naviguer dans l'espace public, surtout dans un rôle professionnel aussi peu conventionnel, ça exigeait peut-être déjà une forme de performance, voyez, un masque social. Et Sims transpose ça brillamment en un véritable outil d'enquête pour Dorcas. C'est une perspective très juste, oui. Et alors, comment elle se situe par rapport aux forces de l'ordre officielles? Elle collabore avec la police, Scotland Yard? Sa relation avec la police est assez nuancée, ce qui la rend d'ailleurs plus réaliste, je trouve. Elle a des contacts réguliers avec certains inspecteurs. Les sources mentionnent des noms comme Swanage, Stromberg ou Kempo. Parfois, ce sont eux qui font appel à ses services pour des affaires délicates. D'autres fois, c'est elle qui leur apporte des informations cruciales. Mais elle conserve une grande indépendance. Elle n'est pas sous leurs ordres. Elle n'hésite pas à franchir la ligne jaune, si elle juge que la situation l'exige pour parvenir à la vérité ou à la justice. C'est-à-dire, elle va jusqu'où? Eh bien, il y a un exemple assez frappant où, pour les besoins d'une enquête, elle n'hésite pas à organiser et à participer elle-même au cambriolage d'une maison vide. Un cambriolage? Oui, à Burton Crescent, pour récupérer des preuves. C'est un acte illégal, évidemment. Ça montre son côté extrêmement pragmatique, audacieux même, et sa détermination à résoudre l'affaire par tous les moyens nécessaires, quitte à contourner la loi. Elle a un sens aigu de la justice qui ne coïncide pas toujours avec la légalité stricte. Organiser un cambriolage. Pour une dame détective à l'époque victorienne, c'était pas incroyablement risqué, ça. Pour sa réputation, sa crédibilité. Comment Sims gère cet aspect-là? C'est une excellente question. Sims semble justifier ses actions par la nécessité absolue de la situation et par le fait que Dorcas agit toujours dans un but qui est fondamentalement juste, démasquer un coupable, protéger un innocent. Et puis, son statut d'ancienne actrice lui donne peut-être aussi une marge de manœuvre un peu plus grande, une image moins conventionnelle qu'une dame de la haute société. Mais ça souligne une tension intéressante dans le personnage. Elle doit conserver une certaine respectabilité pour pouvoir opérer, tout en étant prête à des méthodes peu orthodoxes. C'est ce mélange qui la rend complexe et humaine, je trouve. D'accord. Et la nature de ces enquêtes? Quel genre d'affaires elle traite? C'est varié? Très variés, oui, et c'est ce qui contribuait sans doute à leur popularité. Ce sont des affaires, des cas distincts, publiés sous forme de nouvelles ou d'épisodes courts. Le spectre est large. Ça va du vol de bijoux précieux dans la haute société à des meurtres complexes.
Le classique whodunit. Voilà. Mais aussi des disparitions mystérieuses, des affaires de chantage, des imbroglios liés à des divorces ou des héritages contestés. Et Sims aborde aussi des thèmes plus sombres ou plus sociaux. On trouve des affaires impliquant des internements abusifs, l'usage de drogues comme le chloral, c'était un sédatif puissant très répandu à l'époque et souvent source d'addiction. Ah oui, le chloral. Oui, ou encore des complots liés à l'anarchisme. C'était une crainte politique bien réelle à cette période. Les sources indiquent qu'il y a eu plusieurs séries d'aventures publiées. Ça témoigne d'un succès certain. La place vraiment comme une figure importante du paysage littéraire policier de l'époque, en fait. Et qu'en est-il du style de George Sims, de l'ambiance générale de ses récits? Alors, le style de Sims, à travers ses histoires de Dorcas Den, est très caractéristique de la fiction populaire de l'époque et particulièrement efficace pour ce format sérialisé. La narration est vive, rythmée, il y a une grande importance qui est accordée au dialogue, c'est souvent par les dialogues que l'intrigue avance rapidement et ça permet de caractériser les personnages de manière assez concise. Les descriptions sont présentes, juste ce qu'il faut pour camper l'atmosphère. Le Londres fin de siècle? Exactement. Parfois brumeux, souvent nocturne, avec ses hôtels particuliers cossus et ses quartiers plus populaires, mais ça ne ralentit jamais l'action. Et l'utilisation du narrateur, Saxon, est assez classique mais bien menée. Il pose les questions que le lecteur se pose, il exprime son admiration, parfois un peu naïve pour Dorcas. Il est là pour qu'elle puisse briller. Un peu, oui. Et surtout, il lui offre la plateforme pour exposer ses brillantes déductions. Ce style rapide, centré sur l'action et le dialogue, s'était parfaitement adapté aux publications en feuilleton dans les magazines. Il fallait maintenir le lecteur en haleine d'une semaine ou d'un mois sur l'autre. Donc une lecture plutôt dynamique, j'imagine. Quelle est l'ambiance générale qui s'en dégage? Est-ce que c'est purement cérébral, comme du Holmes, ou il y a autre chose qui se passe? C'est un mélange intéressant. Il y a bien sûr la dimension de l'énigme classique, de l'enquête logique basée sur l'observation, la déduction. Ça ravira les amateurs du genre whodunit. Mais il y a aussi une forte dose de suspense, et même d'action. On peut trouver des courses-poursuites dans les rues de Londres, des confrontations assez tendues, des moments de réel danger pour Dorcas et Saxon. Ah oui, ça bouge quand même. Ça bouge. Et comme on l'évoquait avec les thèmes abordés, l'ambiance peut parfois être assez sombre, toucher à des réalités sociales difficiles. La pauvreté, la maladie, les scandales qui couvrent sous les apparences respectables de la société victorienne et édouardienne. Le format court de chaque épisode permet d'explorer une facette différente à chaque fois, ce qui rend l'ensemble très varié. Donc, une grande variété d'intrigues, un style direct et efficace, une héroïne complexe avec des méthodes bien à elle. Quand on prend tout ça en compte, le personnage, ses méthodes, le style, le contexte de son époque, qu'est-ce que ça nous dit, au final, sur la place un peu singulière de Dorcas Den dans le panthéon des détectives? Ça nous dit qu'on a affaire à un personnage bien plus riche et significatif qu'une simple imitation féminine de Sherlock Holmes. Dorcas Den, elle possède sa propre histoire, ses motivations uniques, notamment ce passage du théâtre à la détection, c'est pas anodin, et des méthodes qui lui sont propres, comme cette utilisation stratégique du déguisement. Elle évolue dans un monde littéraire qui partage certes des codes avec Holmes, mais qui explore aussi des territoires spécifiques liés à sa condition de femme enquêtrice professionnelle dans une société qui commence à peine à envisager cette possibilité. Et les pionnières, en quelque sorte. Absolument. Elle incarne à la fois l'intelligence déductive, célébrée par le genre, mais aussi une forme de résilience, d'ingéniosité face aux contraintes sociales de son temps. Son pragmatisme, parfois à la limite de la légalité, la distingue aussi, je trouve. Et pour celles et ceux parmi nos auditeurs qui seraient maintenant intrigués et qui aimeraient découvrir par eux-mêmes ces enquêtes, il y a une excellente nouvelle. Parce que longtemps, elles sont restées dans une relative obscurité, surtout pour le public francophone, mais ces aventures sont désormais accessibles. Oui, tout à fait. C'est une initiative éditoriale récente et particulièrement bienvenue, grâce au travail remarquable des éditions Oxymoron. Oxymoron, d'accord. Une sélection des aventures de Dorcas Den, écrite donc par George Sims, est disponible pour la toute première fois en traduction française. Ça offre une occasion unique de redécouvrir ce personnage pionnier et son auteur, et de leur rendre enfin la place qu'ils méritent dans l'histoire foisonnante du roman policier. C'est une véritable exhumation littéraire qui permet d'élargir notre vision du genre à ses débuts. Alors, pour résumer notre exploration d'aujourd'hui, on a plongé dans l'univers de Den, une figure majeure, complexe, de femme détective, de la fin de l'ère victorienne, début de l'ère édouardienne. Une pionnière, souvent éclipsée par ses confrères masculins, mais dotée d'une histoire et de méthodes fascinantes. On a évoqué son créateur, George R. Sims, un auteur populaire, efficace, maître du récit à épisodes.
Et on a souligné l'intérêt de redécouvrir ces œuvres aujourd'hui, non seulement pour le plaisir de l'énigme, mais aussi pour ce qu'elles nous apprennent sur leur époque. Et ça, c'est grâce à leur récente traduction en français par les éditions Oxymore. Et oui, et cela soulève une question importante, d'ailleurs pour finir, pourquoi certaines créations littéraires, comme Sherlock Holmes, connaissent une postérité phénoménale, traversent les décennies, deviennent des icônes culturelles mondiales, tandis que d'autres personnages, peut-être tout aussi inventifs et représentatifs de leur temps, eh bien sombrent dans un relatif oubli pendant plus d'un siècle avant d'être redécouverts. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre capte durablement l'imaginaire collectif? C'est une bonne question, ça. Et au-delà de la simple curiosité historique, quelle valeur y a-t-il pour nous, lecteurs d'aujourd'hui, à exhumer ces histoires, ces personnages du passé? Qu'est-ce que leurs regards, leurs enquêtes nous disent encore sur notre propre société? C'est matière à réflexion, je crois. Excellente question pour poursuivre la réflexion, effectivement. C'est tout le temps dont nous disposions pour cette plongée dans le Londres mystérieux de Dorcas Dane. Merci de nous avoir rejoints.